Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Clémence Woertz, la fondatrice de la marque de body Flair. Clémence a grandi à Troyes, une ville marquée par l'histoire de l'industrie textile française, et vous l'entendrez, cette enfance l'a beaucoup influencée dans la création de sa marque. Avec Clémence, nous avons parlé du Made in France et de ses limites, de l'importance des cours de couture, de l'éducation et de l'intuition. Nous avons aussi parlé des matières, de la viscose et de devoir faire ou non des compromis quand on choisit la fabrication française. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clémence. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Alors pour cette première question, on va parler de ton enfance, mais parce que ça a un intérêt pour la suite, parce que tu es originaire de Troyes, donc c'est une ville qui a quand même un gros savoir-faire textile assez fort. Il y a des marques comme Petit Bateau, Lacoste qui ont vu le jour là-bas, donc il y a cet ancrage très 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 fort. Et donc je me demandais, c'était comment de grandir à Troyes avec un peu cette ambiance de l'industrie textile. Ouais, exactement. En fait, Troyes, c'est un des berceaux du textile français puisque c'était la capitale en fait de la bonneterie. Donc la bonneterie, ça va être tous les vêtements qui sont fabriqués en maille. Donc c'était surtout les chaussettes, les bas et la lingerie. Donc c'était, si tu veux, à la fois grisant, parce qu'effectivement, tu as toutes ces belles histoires dont tu parlais, Petit Bateau, Lacoste. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Lacoste, en fait, mon oncle par alliance, André Gillier, c'est celui qui a produit les polos pour René Lacoste, donc le tennisman fondateur de la marque, qui à l'époque avait un tout petit atelier. Mais René Lacoste avait démarché un plus gros atelier qui s'appelait Devanlay, qui lui avait un peu rayonné en lui disant attends, avec tes quelques polos, en fait moi ça m'intéresse pas du tout. Et donc mon oncle par alliance lui était petit, donc il lui avait dit oui, moi ça me va très bien. Et bon, au final ça a été plus que quelques polos, donc c'est ce que j'allais dire, comme quoi il a bien vu le truc. Il a eu du flair. Ouais, c'est ça. Mais t'as aussi Claudie Pierlot par exemple qui était troyenne. Donc voilà, donc t'as toutes ces belles histoires et en même temps donc un héritage quand même assez fort et en même temps en fait moi quand je suis née c'était déjà fini. Tu vois, donc tu vois aussi en fait les ruines d'ateliers qui ont coulé parce qu'il en reste très peu aujourd'hui, alors qu'il y en avait beaucoup. La ville vivait par ça. Donc c'est aussi un peu triste en soi, surtout que ça a été un département, une ville qui a eu du mal à se reconstruire de ça. Heureusement, on a le champagne aussi. Et maintenant, ça revient, donc c'est chouette. Mais c'était un peu, voilà, une ambivalence entre ces deux sentiments. Ouais, tu savais que ça avait existé et qu'il y avait eu cet ancrage très fort. Et en même temps, toi, tu constatais que tout le monde était parti pour aller chercher des savoir-faire ailleurs moins chers, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc un peu traumatisant entre guillemets. Ouais, non, mais je comprends. Et comment on te parlait de mode quand tu étais plus petite? Parce que je crois que ton grand-père était dans la confection, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. En fait, mon arrière-grand-père, qui était à l'origine ouvrier dans l'automobile, donc rien à voir, mais qui était passionné par ce savoir-faire textile, avait décidé à l'époque de créer son atelier pour créer sa marque de chaussettes. Donc il a ouvert au départ un petit atelier. En fait, ça a vachement bien marché. Il exportait même sa marque de chaussettes au Royaume-Uni, ce qui à l'époque, tu vois, dans les années 30, n'était pas courant comme aujourd'hui. Et donc mon grand-père maternel donc a repris l'affaire de son père. Mais si tu veux, très vite, ça s'est écroulé. On arrive, tu vois, dans les années 60-70. Le Made in France, ça commence à aller quand même un peu moins bien.
Mais ma mère, dont je suis hyper proche, elle a vécu du coup son enfance dans les ateliers avec les couturières, avec les matières. Donc elle nous en a vachement parlé, mais donc pas tant de mode au sens où on l'entend, mais plus, tu vois, le textile. Le textile et aimer, en fait, les belles pièces. Donc, les belles pièces, c'est bien conçu, c'est des belles finitions, c'est des beaux tissus, mais c'est aussi et surtout des pièces qui, quand tu les mets, te transmettent une émotion, tu vois, genre ta veste que tu mets et tu te dis ok, là c'est bon, ma journée va forcément être réussie, je me sens complètement le pouvoir du vêtement, le pouvoir du vêtement ouais. On a un peu perdu. Si tu t'achètes des pièces voilà, dont tu te fous un peu, c'est juste parce qu'elles sont pas chères, c'est un peu de l'opportunisme. T'as pas ce côté-là, ce côté émotion, ou alors c'est cette veste avec laquelle j'ai vécu telle chose, etc., que t'as avec des vêtements que t'as depuis longtemps, qui t'ont été transmis. Donc elle nous a vachement transmis ce truc-là, et je me souviens même, tu vois, et encore aujourd'hui, quand on fait des virées shopping ensemble, c'est pas du tout les virées shopping que t'imagines où tu repars avec 10 000 sacs. Comme on voit dans les séries américaines. Ouais, exactement. Même si plus jeune, ça m'aurait pas dérangé. Mais ça va plutôt être, elle recherche que des pièces hyper coup de cœur. Donc elle est dans ce consommer moins mais mieux avant qu'on mette des mots dessus. Donc elle nous a vachement inculqué ce côté-là, en fait, de l'amour du produit bien fait, quoi. Ok, génial. Déjà, donc des bonnes bases, quoi, pour démarrer ouais, exactement. Dans l'industrie textile. Exactement. Et toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de cette industrie ? Je pourrais te dire que j'ai créé Flair parce que justement j'en avais conscience. C'est complètement faux. Ça a le mérite d'être honnête. Non, mais j'en avais pas du tout conscience. Enfin, oui, tu vois, il y a l'histoire que je te raconte de produits bien faits, mais évidemment que je voulais aussi avoir souvent des vêtements. Donc, on a grandi avec la fast fashion. Ouais. On est la génération en fait, de cette fast fashion, donc c'est normal qu'à un moment il y ait eu un peu cette schizophrénie de. T'as été éduqué avec le bienfait et en même temps, t'es attiré par le vide, quoi. Ouais. Et puis en plus, je trouve quand t'es plus jeune et surtout ado, t'as quand même envie d'avoir les derniers trucs, les trucs que tout le monde a. C'est très dur de résister à ça. Donc bref, j'avais pas vraiment, tu vois, cette conscience-là. Après, je pense que je consommais quand même de manière assez raisonnée et bien, mais j'en ai vraiment pris conscience en fait avec Flair. Okay. C'est-à-dire que parce que je l'ai créé, parce que j'avais envie de créer ma marque, que ça me faisait marrer, que j'avais envie de ce côté où tu dessines un produit. Et finalement, il prend vie. Je trouvais pas de body qui m'allait. Enfin, bref, pour toutes ces raisons. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à l'atelier avec ma modéliste. Donc, je me suis rendu compte vraiment du travail que ça impliquait, des heures que ça voulait dire. Et j'ai commencé à me dire, ok, en fait, si tel pantalon est vendu 30 €, il y a un truc qui va pas dans l'équation. C'est soit effectivement que la matière est merdique, soit que la nana en fait qui l'a fait est juste pas payée parce que on sait l'heure que c'est. Enfin, donc là je me suis dit ok, clairement ça me fait plus du tout marrer et en fait j'ai plus du tout envie de m'acheter des fringues qui sont mal faites, que ce soit écologiquement parlant ou socialement parlant. Ouais. Les deux sont importants. Et du coup, c'est plutôt voilà au cours de Flair et encore aujourd'hui, enfin que j'en prends un peu conscience, mais je vais pas. Oui, il y a pas eu un avant-après. En fait, c'est assez continu. Ouais, c'est assez continu. Et après, j'avoue que je suis évidemment hyper sensibilisée à ça, mais beaucoup moins que d'autres personnes et je me renseigne beaucoup moins que d'autres personnes là-dessus. Je suis plus sur le côté, tu vois, héritage, savoir-faire français, le côté humain. Mais évidemment que, enfin, j'en ai conscience et que chez Flair, on essaie de faire en sorte d'avoir de faire au mieux. Ouais, voilà, exactement, de faire au mieux parce qu'on reste une marque de fringues. Hein, donc, bien sûr. Oui, c'est clair que il faut avoir conscience de ça aussi, qu'à partir du moment où on produit, de toute façon, on pollue. Hein, ouais, c'est ça. Donc, et sur ton site, tu écris quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que tu décides en fait de prendre des cours de couture pour mieux comprendre la confection d'un vêtement. Est-ce que tu te souviens un petit peu de cet apprentissage? Parce que aujourd'hui, ça revient vachement, alors je vais à la mode, mais je mets des guillemets, mais plus, voilà, les gens ont envie de réapprendre ce savoir-faire, mais bon, au moment où toi tu le fais, c'était il y a quelques années, c'était quand même beaucoup moins sur le devant de la scène. Donc, est-ce que tu te souviens un petit peu de cet apprentissage-là? Ouais, je m'en souviens bien. En fait, je pense que tout ce travail qu'il y a eu dans ma jeunesse, où effectivement, ado, je l'ai peut-être
pas tant ressenti, mais tu vois, quand j'ai commencé à avoir 25 ans, à travailler, donc aussi à pouvoir m'offrir d'autres choses, tout ça est un peu revenu du coup, je faisais beaucoup plus attention quand j'achetais une pièce. J'essayais de comprendre comment elle était faite, le travail qu'il y avait pu y avoir derrière. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des cours de couture, mais aussi parce que je bossais dans le digital et que j'avais besoin, je sais pas, de retrouver quelque chose de plus créatif, de plus manuel. Et j'ai adoré. Alors, je suis hyper nulle en couture parce que c'est vraiment très dur. Au moins, t'en as pris conscience que c'était très dur. En fait, c'est ça. Ouais. J'ai pris conscience parce qu'il y a voir les gens travailler et le faire, et il y a essayer de le faire toi-même. Et ça te fait prendre conscience d'encore plus de choses, de la patience, du temps qu'il faut consacrer, de la maîtrise que ça te demande, de la concentration, des compétences. Mais je me souviens toujours de, tu vois, la première veste, parce que c'était une veste que j'ai faite. C'est hyper grisant. T'es trop fière. Et bon, elle est immonde, mais au début, je faisais que la mettre parce que c'était moi qui l'avais faite et que c'est génial de porter quelque chose que t'as fait de tes propres mains. Bah, bien sûr. Donc c'était hyper intéressant. Ça m'a pas permis, c'est clairement pas moi qui fais les bodys aujourd'hui, et tant mieux. Mais ça m'a permis de mieux appréhender, même si, tu vois, à l'époque, j'avais pas du tout Flair en tête. J'avais aucune idée que j'allais créer ça, mais j'avais cette envie et ça m'a amené, je pense aussi, tu vois, inconsciemment aussi vers oui, à faire attention à l'humain, aux gens qui font les vêtements, parce que ça prend du temps. Et est-ce que tu penses que ce serait utile parce qu'avant, nos grands-mères savaient coudre. On apprenait à l'école à coudre. Et attention, je dis bien aux filles et aux garçons, hein. Voilà, que c'est pas du tout qu'on nous la fasse pas à l'envers en mode hop là, le patriarcat qui vient sur le devant de la scène. Non, pour les filles et les garçons. Mais est-ce que tu penses que ce serait utile qu'on remette ce savoir-faire au centre de l'éducation, je sais pas, il y a des ateliers de couture dans les écoles, c'est très franchement, j'y avais pas pensé et je trouve que c'est une super idée parce que ça reste un savoir-faire hyper important en France. Tous les grands noms quand même de la mode sont quand même beaucoup français. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire, que des grandes maisons comme Chanel, heureusement, perdurent en gardant des ateliers qui ont des savoir-faire particuliers et qui malheureusement se perdent parce que je pense qu'on a enlevé, tu vois, leur lettre de noblesse à ces métiers-là. Ouais. Et que du coup, mais à tous les métiers manuels en fait, que ce soit la couture ou autre chose. C'est hyper mal vu de faire un métier manuel quand on est jeune. C'est hyper mal vu si tu vas en BEP ou en machin. Et c'est tellement dommage parce que c'est dingue de créer quelque chose de tes mains en vrai. C'est quand même quelque chose d'assez fou de pouvoir être capable de faire ça. Donc je pense que ce serait génial, et même au sens plus large, tu vois, de remettre un peu les arts créatifs au centre de l'éducation. Ça te stimule pas la même partie du cerveau que des choses plus intellectuelles, que les mathématiques entre guillemets, voilà, exactement, par exemple. Mais c'est hyper intéressant, ça nourrit ta curiosité, plein de choses. Donc remettre effectivement un peu plus de manuel au centre de l'éducation et redorer, tout ce savoir-faire français, toute la couture. Et parce que ça nous amène quand même à un point un peu grave aujourd'hui, qui est que donc le Made in France revient sur le devant de la scène. Nous on le voit, on en discute avec notre atelier, ils ont de plus en plus de demandes, donc c'est génial, mais ils ont du mal à recruter. Ouais. Et là, la plupart de leurs couturières partent à la retraite et ils ne savent pas comment les remplacer. Parce que les jeunes n'ont pas envie de faire ça, parce que c'est vu comme un métier ingrat, pas valorisé, etc. Et qu'en plus, même si demain tu veux devenir couturière, il y a plus forcément en plus de filières, tu vois, pour apprendre ce métier-là. Et il y a d'ailleurs Petit Bateau et Lacoste qui se sont associés pour créer une école, si tu veux, interne pour former des gens et pouvoir continuer à produire en France, parce que sinon on ne peut pas, parce qu'en fait t'as plus vraiment de formation. Et oui, il y a un problème de transmission de ces savoir-faire. Exactement. Ouais. Et c'est quand même hyper dommage. Ouais. Ouais. Donc il y a un gros truc à faire, et je pense effectivement au sens plus large, le remettre un peu les arts et le créatif dans l'éducation, c'est primordial en fait. Et donc je voulais te poser une question sur pourquoi tu as voulu créer une marque de body précisément, parce que c'est un produit très spécifique, mais tu y as déjà répondu en fait, c'est que tu ne trouvais pas ce produit-là qui te correspondait vraiment, c'est ça? Ouais. Alors après ça va un peu plus
C'est un peu plus loin parce que, donc, comme tu l'as compris, donc le textile, c'est quand même une bonne histoire de famille. Mais le body aussi. Parce que, toujours ma maman, qui est donc une aficionados du body, et je me souviens jeune, je la voyais dans n'importe quelle situation, elle était toujours hyper bien habillée, il y avait rien qui dépassait, donc j'étais vraiment en admiration devant ça. Et elle m'a dit quand j'étais plus grande qu'elle mettait des bodys, elle m'a montré ce que c'était. Donc j'ai découvert ce vêtement qui pour moi du coup était un peu magique, et donc j'ai commencé à lui piquer les siens. Et je me suis dit qu'effectivement c'était hyper confort. Et puis je me suis aussi intéressée un peu plus à l'histoire de ce vêtement qui est hyper intéressante, parce que donc la petite anecdote c'est que le body a été créé par un homme, un Français qui s'appelait Jules Léotard, dans les années 1860, qui était un grand gymnaste et qui avait besoin d'un vêtement pour libérer ses mouvements, pour ses compétitions, etc. Et donc il a inventé, le body est né à ce moment-là. Donc il s'est ensuite transmis dans la gym, dans la danse, et puis qui a joué un vrai rôle. Ça me fascine assez à quel point la mode peut avoir un temps dit long sur la société, peut avoir un impact sur aussi l'émancipation des femmes. Et d'ailleurs le body, tu vois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes commencent un peu plus à se dénuder, être un peu plus à l'aise avec leur corps. Donc elles commencent à aller à la plage en body, en tricot. C'était des bodys, donc c'est un peu l'ancêtre du maillot de bain une pièce. Donc voilà, il est vraiment synonyme un peu, tu vois, de cette période de libération un peu de la femme. Donc je trouvais en plus son histoire hyper intéressante, et j'adore cette pièce qui te permet d'être hyper confort, en même temps de te sentir hyper féminine, et qui suit tous tes mouvements. Enfin, je trouve que c'est quand même un vêtement très chouette. Mais j'avais du mal à en trouver. T'avais American Apparel qui en faisait beaucoup, mais tous très basiques. Et sinon, t'avais des marques comme Walford, mais là, c'était hyper cher. Ouais. Mais voilà. Ok, non mais c'est hyper intéressant de voir comment peut naître l'amour d'un produit assez spécifique, quoi, qui est le body. Et donc tes bodys sont fabriqués à Troyes. On reboucle quand on a débuté par ça, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton atelier? Parce que je dis les bodys sont fabriqués à Troyes, mais il y a aussi les matières qui sont filées et teintes à Troyes. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de tout ce processus de confection. Alors déjà, donc on fait fabriquer dans un atelier qui m'est très cher, puisque ils m'ont fait confiance quand ils m'ont vu débarquer en mars 2017, une petite nana qui venait pas du tout de là, mais qui leur a dit faites-moi confiance, parce que c'est un risque pour eux que tu fasses développer tes protos. Eux m'ont dit d'ailleurs quand ils m'ont reçu, nous on est ok pour prendre des petites marques, mais en fait la plupart du temps on n'est même pas payé parce que ça marche pas, parce que les premières collections voient pas le jour, ou bien. Donc c'était quand même un risque qu'ils ont pris pour nous suivre. Donc je leur en suis hyper reconnaissante, et on a vraiment un lien quand même assez sentimental du coup avec eux, qui est important. Amélie, notre modéliste, qui fait partie de l'atelier, parce que c'est un atelier complètement intégré qui existe depuis 1860 à peu près. Et donc ils ont studio de modélisme, ils tricotent et ils teignent eux-mêmes leurs tissus. Ils font la confection, et ils sont parmi les rares en France à avoir des machines qui te permettent de tricoter, des machines circulaires en fait, qui te permettent donc de tricoter la maille, de faire de manière circulaire, donc t'as pas de couture. Donc ce qui est parfait, tu vois, c'était pour notamment les collants, les bas, qu'on avait ces machines-là, donc ce qui est parfait aussi pour les bodys. Donc voilà, ils sont complètement intégrés. Donc on fait tout notre modélisme chez eux aussi, avec Amélie qui nous suit depuis le début et qui m'a appris un peu toutes les bases du patronage, du prototypage, etc. Donc c'est assez marrant. On est très liés aussi. Et donc voilà, c'est un atelier hyper quali. Ils font très attention à la qualité. Ils font aussi très attention au bien-être de leurs employés. Tu y vas, c'est hyper sympa. Tout le monde. Enfin, c'est une très belle ambiance, et tu sens en fait l'héritage et le savoir-faire. Et ils ont, tu vois, des grands clients comme Hermès ou Balmain ou RS par exemple.
et Flair. Donc on fait effectivement tout faire là-bas. Alors c'est plus très vrai aujourd'hui parce que maintenant on utilise aussi des matières d'autres fabricants en France toujours. Mais notre velours de coton vient de chez eux. Mais tu vois, pour la dentelle par exemple et d'autres types de mailles, on a aussi maintenant d'autres fournisseurs français, mais tout est confectionné en tout cas chez eux et à peu près 30% des matières qu'on utilise aussi. Ok, c'est chouette, c'est intéressant. Par contre, tu n'as pas de label sur la fabrication française, comme par exemple le label Origine France Garantie. Pour quelle raison ? Bah, écoute, alors déjà, je n'y avais pas pensé avant que tu me poses la question. C'est juste qu'en règle générale, les étiquettes, je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et puis en plus, les labels. Alors, je connais pas effectivement très bien celui-ci, mais je sais que par exemple pour l'alimentaire, moi je préfère acheter mon petit producteur local plutôt que d'aller acheter du bio. Enfin, et c'est très bien aussi, hein, mais c'est juste que ça me correspond moins. Toi, ta façon de fonctionner, ouais. Voilà, exactement. Du bio fabriqué au bout de la planète, quoi. Fabriqué je ne sais où. Et puis les labels, il faut quand même savoir que souvent ça coûte cher, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Et je trouve, voilà, moi je préfère, on est hyper transparent, on montre souvent notre atelier quand on y va, on veut aller plus loin là-dessus, là on va faire des portraits de nos modélistes qui s'occupent de nous, enfin, je préfère voilà, montrer vraiment de manière très transparente l'envers du décor plutôt que de poser forcément un label sur ce qu'on fait. Aujourd'hui on est 3, on est une petite équipe, c'est quand même des démarches qui prennent, je pense, beaucoup de temps. Je préfère mettre mon temps ailleurs. Ouais, non, mais je comprends. C'est vraiment par curiosité de savoir, voilà, parce que ça peut rassurer le consommateur et la consommatrice. Bien sûr. Que ça m'amène à ma deuxième question, à mon autre question sur le Made in France. C'est très compliqué parce qu'en fait, sur la législation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui me disaient, mais t'imagines pas le nombre d'ateliers que j'ai visités à Paris, à Aubervilliers qui revient beaucoup. Qui ont, enfin c'est horrible, c'est des caves, il y a pas de fenêtres, les gens sont pas déclarés, ils font des horaires pas possibles. T'en as entendu parler de ça? Bah j'en ai entendu parler, j'en ai même vu, parce qu'on avait été démarchés à plusieurs reprises et on en a visité 2. Très franchement, c'est l'enfer. On n'y est même pas resté plus de 2 minutes parce qu'en fait, tu te sens pas du tout en sécurité. C'est-à-dire que donc c'était en 2017. Non, ça c'était plus récent. Non, en 2017, je suis allée directement chez Emo, je me posais pas trop de questions, enfin c'était assez évident. Non, c'était, tu vois, on en a visité un l'année dernière. Ah oui, et moi d'accord. J'en avais visité un autre il y a 2 ans. Donc c'est hyper. Donc c'est très récent, quoi. C'est hyper récent. Ok. Donc ça ressemble à quoi ces ateliers? 2 ateliers à Paris. Ouais. Bah écoute, effectivement, alors souvent c'est un peu en sous-sol. T'as une vieille lumière un peu, tu sais, spot néon jaune, pas belle, souvent qui clignote un peu. Donc tu vois pas grand chose et tu te demandes un peu comment tu fais pour confectionner des vêtements. Yeux, quoi. Ils se tuent les yeux. Tous ceux qui sont là parlent pas forcément un mot de français, donc je mets un peu ma main à couper qu'ils soient pas déclarés. Ils ont des vieilles chaises pas du tout confortables sur lesquelles ils sont assis pendant des heures durant. T'as des câbles électriques qui pendent, les 2 c'était à peu près similaire. Hein. Câbles électriques qui pendent du plafond. Enfin, c'est un peu hallucinant. T'as l'impression que t'as importé le Bangladesh à Paris, quoi. Mais attends, mais tu sais que quand on voit des photos des ateliers Bangladesh, c'est limite. Et encore pas tous, hein. Je dis Bangladesh parce que bien les sûr, pires, mais il y en a des très bien. Bien sûr. Mais c'est limite pire. Enfin, donc il faut faire. Donc ça aussi c'est une dérive, tu vois, parce que tu peux très bien. Et du coup, tu dis Made in France, c'est vrai. C'est fait sur le sol français. C'est vrai. Mais ça correspond pas du tout à ce qu'on imagine. Et généralement, en termes de prix, là aussi, on peut se rendre compte. Non, mais nous, on a fait une estimation. C'était divisé par 3 le coût de confection. Parce que là, ton body, pour qu'on se rende compte, il est à combien, là, aujourd'hui, en moyenne? Ça doit dépendre. Un body, enfin, les moyennes de tes prix, c'est à peu près les fourchettes. C'est à peu près 135 €. D'accord. En moyenne. Donc là, on aurait été à autour de 50, 60 €. Ouais, c'est ça, le body. exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a un moment où effectivement, en tant que consommateur, on doit se poser des questions. Et effectivement, se dire que si tel produit, mais
Ça, c'est facile à dire aussi quand t'es dedans et que du coup, tu te rends compte des coûts de confection, tu vois. C'est ça, t'en as pas cas. forcément conscience quand t'es consommatrice, consommateur. C'est ça, et on a tellement eu des repères shiftés avec la fast fashion que c'est compliqué d'avoir des bons repères. Mais effectivement, un pantalon à 30 €, t'as pas besoin de te poser des questions, il y a un problème quelque part, surtout s'il est fait en France. Enfin, effectivement, le prix est quand même, veut quand même dire quelque chose, surtout chez les petites marques où c'est pas parce que tu marges à x6. Donc, mais oui, ça pour le coup, Paris regorge d'ateliers comme ça. Hein. Je crois qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc c'est mon prochain sujet d'enquête. J'essaie vraiment de creuser ce sujet-là. J'ai aussi entendu dire que les gens qui y travaillaient étaient beaucoup âgés. Je sais pas si c'était le cas quand t'as visité. C'est vrai, carrément. Et puis, c'est des conditions de travail horribles, une qualité de produit fini horrible, mais avant tout, ce côté humain. Et puis, on avait eu rendez-vous donc avec le responsable, qui était arrivé évidemment avec 1 heure de retard, et qui est assez malaisant, quoi, parce que tu sens que les mecs, il y a quelque chose qui est pas net. Ouais, c'est louche. Tu sens qu'ils traitent pas forcément. Enfin, t'es pas à l'aise. Nous, on est vraiment restés 5 minutes, on est reparti quand on s'est dit, mais en fait, non. On veut pas du tout. Donc, et ça, je sais pas trop comment faire, mais effectivement, il faut. Enfin, c'est très bien si tu décides d'enquêter dessus. Bah non, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que. La marque peut même décider de faire des énormes prix, c'est-à-dire de marger énormément. Donc là, c'est complètement dissimulé. Là, mais alors après, alors là, pour le coup, la qualité. Ah non, mais la qualité, là, clairement, ton truc, je pense que tu laves. Alors déjà, je pense que tu le reçois, tu le vois. La qualité des points de couture. Et puis, à mon avis, tu le laves une fois. Donc la qualité, le prix quand même, sauf si la marque décide de marger énormément. Pour se rendre compte, quoi. Ouais, exactement. Et puis, je pense aussi, tu vois, à mon avis, si tu suis la marque sur les réseaux sociaux, enfin maintenant, on a tous un peu les mêmes codes, on est tous quand même très transparents. Donc, si t'as pas ce côté transparent alors que tu clames un Made in France, ça peut mettre un peu la puce à l'oreille, quoi. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que ça c'est un énorme sujet, je trouve. Et non, tu sais pas. Enfin, t'as pas idée de style de marque. Ça va être quoi des petites marques. Toutes les marques du Sentier. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Donc je connais pas trop. Moi non plus. J'avoue que je suis un peu nulle sur ça, les noms, mais. Enfin, tu vas dans le Sentier, toutes les boutiques que tu vois, déjà c'est ce type d'atelier. Et de toute façon, ça se voit sur le prix. Et pour le coup, ça se voit sur les matières et sur la qualité des trucs. Ça peut être hyper joli en termes de design. Souvent, ils sont assez forts. Mais dès que tu touches un peu, que t'essayes, tu te rends quand même vite compte que c'est pas hyper quali. Mais oui, t'en as plein. Mais je pense que c'est surtout effectivement ce type de marque. Ce type de marque-là. Ok. Et j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des matières. Donc, c'est un autre sujet, on va dire plus environnement écologique, parce que tu me disais au téléphone, tu as été très franche, très transparente, tu me disais nous par exemple, on utilise parfois de la viscose qui est pas tip top. Merci d'avoir dit ça, parce que le nombre de marques qui disent la viscose c'est génial, c'est naturel. Non, ce n'est pas une matière naturelle, c'est une matière fabriquée à partir de produits naturels, mais c'est artificiel, quoi. Et puis c'est hyper polluant avec les solvants utilisés, donc c'est pas c'est pas du tout une critique. Mais où est-ce que vous en êtes dans la réflexion au niveau des matières que vous utilisez? Alors oui, effectivement, donc c'est clairement pas une matière naturelle, mais pour nous, on l'utilise quand même pas mal. Pour être tout à fait transparente. Non, mais c'est une matière assez agréable. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une matière hyper agréable, notamment en seconde peau. Et nous, tous nos bodys sont seconde peau. C'est une matière avec une très bonne élasticité, donc qui épouse vachement bien les formes, qui est hyper agréable à porter. Donc on a du mal quand même à se défaire de ça. Alors après, celle qu'on utilise, on essaie de faire au moins pire. Elle est issue de forêts qui sont gérées durablement. Donc ça veut dire que parce que c'est pas à partir de cellulose de bois, donc tu coupes des arbres en fait pour la viscose. Donc en gros, pour un arbre coupé, on en replante un. Mais bon, le procédé de transformation reste le même, qui est effectivement très polluant. Mais ça reste, une matière pour laquelle aujourd'hui on n'a pas d'équivalent plus écologique.
Donc on essaie de faire au mieux un peu avec ce qu'on a, mais aujourd'hui on peut pas s'en passer. Après, on en parlait tout à l'heure, on va intégrer la caserne et on attend vachement de l'accompagnement donc de ce lieu qui sera un des plus grands incubateurs européens pour la mode durable à Paris, et où on va avoir, tu vois, accès à un showroom de matières durables, des conseils là-dessus, parce qu'on vient pas du tout, nous, de ce monde-là. Donc, c'est aussi, il faut gagner en compétences, vraiment se renseigner très bien sur le sujet. Donc, on va y venir, mais c'est un process qui, pour le coup, les matières est un peu lent chez nous. Parce que faut choisir tes combats, et que nous on a choisi Made in France et que donc on fait aussi avec ce qu'on a avec nos fabricants français, parce qu'on veut pas sortir de ça. Donc voilà, on essaie de faire au mieux, on attend de cet accompagnement, mais si tu veux, on ne fera jamais. En revanche, ce qui est très clair, c'est que le côté design création prévaut sur le côté matière, et pour l'instant, on préfère aujourd'hui faire des bodys hyper quali, qui vont être hyper agréables, hyper confort à durables, porter. Et qui seront portés, qui vont pas finir au fond d'un placard. Voilà. Plutôt que, effectivement, essayer d'utiliser des matières qui, du coup, vont moins résister au lavage, parce que t'as ces problématiques-là aussi. Nous, l'élasticité, c'est clé. Et l'élastane écologique, alors ça commence à se développer, mais enfin, nous, ce qu'on a pu tester, c'était quand même pas du tout la même chose. Donc voilà, la qualité quand même prévaut, et on essaie, tu vois, de faire au mieux. On a créé il y a bientôt 1 an notre offre Flair Réincarnation, qui est notre offre de seconde main, parce que voilà, on estime, en fait, si tu veux, parce qu'on fait des produits de qualité qui peuvent durer dans le temps, ce qui nous permet en plus de proposer du Made in France à un tarif plus abordable, puisque là, en seconde main, on a un prix de vente moyen à 50 €. Donc aussi, tu vois, d'éduquer aussi peut-être une clientèle plus jeune qui a, tu vois, nous on a pas mal d'étudiantes qui nous disent c'est trop bien, parce que du coup je launch sur vos body, mais j'ai pas du tout le budget, et là ça me permet de m'offrir du Made in France, tout en étant, tu vois, hyper actuel. On a que 3 ans et demi, donc ce que tu vois en seconde main, c'était pas non plus. Donc voilà, on préfère essayer, avec nos contraintes, d'essayer de trouver des solutions qui nous permettent d'être plus responsables, parce que ça nous tient évidemment à cœur, sans couper sur la qualité et le côté créatif de nos body, qui est hyper important. Bien sûr. Et c'est vrai que je me rends compte aussi que pour beaucoup de marques qui font fabriquer en France, comme il y a cette contrainte de prix, ça coûte cher de faire fabriquer en France, disons-le. Donc, oui, parce que le coût du travail est très cher. Exactement. En France. Donc, si on veut pas avoir des bodys qui sortent à 300 €, il y a un moment, il faut faire des compromis. Et souvent, les compromis se font sur les matières. Ouais. Parce que c'est vrai que les matières écologiques, il y a des matières qui vont coûter plus cher parce que c'est de l'innovation, parce que machin. Ouais. Donc, quand je dis compromis, c'est pas forcément passer à la matière toute pourrie, mais c'est plus de se dire, ça c'est ma gamme de prix. J'ai ce coût de confection que je ne vais pas réduire parce que c'est comme ça, parce que c'est de la fabrication française et que ça me tient à cœur. Du coup, je vais opter peut-être pour une matière un petit peu moins écologique, mais un peu plus abordable. Je sais pas si c'est aussi votre réflexion. Alors, pour être tout à fait honnête, pas vraiment. Okay. Parce que, si tu veux, là, on a, nous, des matières potentiellement plus écologiques, qui sont pas forcément plus chères que les nôtres. Ok. Mais qui sont pas... Comme quoi, comme matière, par exemple? Typiquement, tu vois, notre viscose, qui est Liva Eco, elle est, je crois, 2 centimes plus chère que de la viscose non Liva Eco. Ouais. Elle est au même prix. Oui, ok. Au mètre, bien Après, sûr. Je parlais de matières plus, genre lyocell, le tencel. Ouais, alors ça, là, on en teste. Alors, pour le coup, on a trouvé un fournisseur qui en fait du super, mais qui est au Portugal. Et les prix sont pas je pense que c'est du fait que ce soit fait au Portugal, c'est pas vraiment plus cher que les matières qu'on utilise aujourd'hui, puisque nous, comme sur les matières, tout est fabriqué en France. Il y a ça aussi. Ça reste un coût. Donc non, c'est pas tant pour ça. C'est vraiment sur comment ça convient nos body. Est-ce que tu vas avoir le même rendu? Est-ce que ça va résister pareil dans le temps, puisqu'on les lave, on les teste. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé, on a 7 pistes, mais du coup... Et donc, ça vous gênerait de partir au Portugal, d'acheter de la matière au Portugal? C'est une vraie question. C'est un peu un compromis, finalement. Ouais, clairement. Ouais. C'est une question qu'on se pose. Très franchement, si la matière, on l'adore et qu'elle est géniale, oui, on fera le compromis. Le Portugal, ça va. Le Portugal, ça va. Et puis surtout, tu vois, la confection reste
reste en France, et pour ça, c'est ton plus gros coût hein, quand même dans ton produit, la confection. Donc c'est ce qui nous importe le plus, mais ce sera un compromis. On n'aura pas forcément d'autres. Ouais. La confection, dans le prix de ton body, la confection, le fait que ce soit fabriqué en France, ça correspond à combien en termes de pourcentage du body? En termes de pourcentage du prix du body, c'est 60%. Ouais, tu vois, c'est le énorme. tout, Ouais. c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Mais on n'en a pas forcément conscience. Non, de ça. mais tu vois, et on a pris ce parti pris parce que effectivement, les marques disent qu'il faut faire un compromis. Nous, on a décidé de pas en faire. Mais à la fois, on est beaucoup plus cher que notre concurrence. Le prix d'un body moyen aujourd'hui, c'est 70 €. Nous, on est à 135. Donc on se dit que voilà, mais on raconte notre histoire et on essaie, tu vois, faire réincarnation, paiement en 3 fois. Enfin voilà, on essaie de trouver plein d'options pour rendre un peu plus accessible notre produit sans trop faire de compromis. Ce qui n'est pas évident, un difficile équilibre, le fameux difficile équilibre de l'industrie textile. Oui. Et toi, personnellement, où en est ta conscience écologique ? Forcément, elle est beaucoup plus développée maintenant que je suis vraiment dans ce milieu-là. En fait, je dirais que ce qui a évolué, c'est que je fais beaucoup plus attention encore qu'avant sur le vêtement. Enfin, auprès de quelle marque j'achète. Et quelle est l'histoire, parce que je trouve que ça transpose vachement. Enfin, t'achètes une marque aussi vachement pour son univers, les valeurs qu'elle défend, pour un style aussi forcément. Mais donc je fais vachement attention à ça. J'aime bien acheter à des marques qui me touchent, parce que du coup quand je mets l'habit, j'ai l'impression d'être proche d'elle, de l'avoir aidée. Enfin, et du coup j'ai plus du tout de plaisir. Tu vois, les Zara, les trucs comme ça. J'y vais encore, mais alors vraiment c'est très rare et c'est pas un effort, tu vois, c'est pas parce que je l'ai décidé, c'est naturellement. En fait, je remarque que je m'en fiche. Enfin, tu vois, je vais m'acheter un truc chez Zara, sur le coup, ça va me faire du bien. Et en fait, ça va me procurer absolument aucun plaisir quand je vais le mettre, parce que les matières sont quand même pas dingues. Les coupes sont quand même pas ouf. Tu les retrouves sur toutes les nanas dans la rue. Il y a rien de plus énervant que d'être habillé pareil que toutes les nanas que tu croises. Donc il y a ce côté aussi un peu acheté auprès de petites marques un peu uniques, des pièces que tu verras pas partout. Et ma conscience écologique, elle a forcément évolué parce que tu vois, typiquement avant la viscose, je connaissais pas exactement le procédé de fabrication. Là, je m'y intéresse, je me rends compte de ce que ça veut dire. Je me rends compte que on est quand même dans l'industrie la plus polluante. Le textile, c'est quand même l'enfer. Donc les réincarnations, pour le coup, c'est venu aussi vachement de ça. Et je pense qu'on essaiera d'aller plus loin dans ce type de démarche pour en fait, faire durer plus longtemps ton vêtement, avoir aussi. Je trouve que l'impact social doit pas être laissé de côté non plus. Et aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle quand même surtout pour la planète, donc ce qui est très bien. Mais je trouve qu'il faut pas délaisser, tu vois, ce côté social, donc je fais je suis entièrement d'accord. Aussi surtout en fait vachement attention à ça. Et puis parce que je me dis aussi que c'est des effets boule de neige, c'est-à-dire que tu vois, je t'ai dit que quand j'ai commencé à travailler, j'avais plus de revenus, donc j'ai pu me permettre aussi de mieux consommer, parce que ça coûte plus cher de mieux consommer. Donc il faut avoir les moyens, et donc c'est aussi, tu vois, moi je me dis, à ma petite échelle, avec Flair, les nanas qui font enfin les nanas et les messieurs d'ailleurs, parce que il y a des mais couturiers bien sûr. Qui font mes produits, je sais qu'ils sont bien payés et que voilà, eux ça leur permet aussi de mieux consommer. Enfin, tout ce travail que j'ai, enfin tout ce qu'on m'a inculqué un peu du coup depuis que j'étais jeune prend vraiment forme aujourd'hui, et que je veux plus avoir que dans mon dressing que des fringues qui me font un effet boost le matin ou qui m'ont touchée, parce que l'histoire de la créatrice ou ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils défendent, enfin en fait ce que je trouve intéressant aussi quand même on s'éloigne complètement du sujet, mais c'est les jeunes marques, on a tendance à être beaucoup plus engagées et à plus parler un peu en notre nom, alors que quand t'étais, tu vois, une grande marque comme Levi's, etc., ça se faisait pas trop de donner un peu ton avis sur des choses.
Et c'est ça que je trouve intéressant du coup. Et donc tu peux plus aller vers des marques qui te parlent, qui défendent un peu les mêmes valeurs que toi. Et c'est un vecteur en fait un peu les marques maintenant, c'est un vecteur un peu de cause qu'on veut défendre. Et moi j'aimerais bien avec Flair toujours ce côté humain, mais comme c'est un vêtement qui est très féminin, qui a joué, comme je te disais, un rôle dans l'émancipation des femmes, plus nous impliquer dans la cause de l'éducation des petites filles dans le monde. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une infime proportion de petites filles dans le monde qui ont accès à l'éducation et que c'est vers l'éducation que la société évolue quand même pas mal, et notamment la situation des femmes, qui est une cause qui m'est hyper chère. Et du coup, voilà, moi, tu vois, ce genre de cause très humaine, j'y vais plus, même si évidemment les causes écologiques, ça me parle forcément, mais plus le côté humain qui va me toucher. Et donc nous, on irait plus, tu vois, sur ce genre de cause, quoi. Ouais. Même si de toute façon les deux sont complètement liés, je pense qu'on peut pas traiter de la question écologique sans traiter la question sociale. Évidemment. Et t'as très bien fait de le rappeler, parce que souvent les marques, notamment dans le greenwashing, on va mettre l'aspect écologique en avant et puis l'aspect social, les droits humains un peu sous le tapis, en mode c'est pas très important. Mais donc, tu vois, même je trouve que tu vois, les labels écotexte et tout, c'est très bien, mais il faudrait aussi des repères comme ça pour le bien-être des employés qui bossent dans les ateliers où tu fais produire, leur niveau de salaire, enfin tous ces trucs-là qui sont aussi primordiaux, et pour le coup qu'on regarde effectivement un tout petit peu moins, alors que c'est très lié. Ouais, et c'était hyper pertinent aussi quand tu parlais des marques qui défendent des causes et qui du coup nous parlent plus. C'est dans un épisode que j'ai enregistré avec Nathalie Rosborski de l'agence Nelly Rodi qui le dit très bien. C'est ce qu'on attend des marques aujourd'hui. Alors est-ce que c'est bien, pas bien? Ça prouve surtout que nos gouvernements, il y a un manque de ce côté-là, parce que c'est normalement leur rôle de défendre les droits sociaux, et on se rend compte que finalement, on attend plus des entreprises et des secteurs privés ce genre de rôle. Alors, c'est bien, pas bien, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais on le voit avec Patagonia, par exemple, qui a demandé aux Américains de voter contre Trump. Enfin, est-ce que c'est à Patagonia de le faire? Je sais pas, mais c'est intéressant. Je pense, tu vois, que c'est effectivement le consommateur demande aux marques, mais c'est aussi et surtout les fondateurs des marques aujourd'hui qui ont en fait... Je pense que notre génération et encore plus celle qui va venir, mais en fait, on a des choses à dire, on veut les dire, et on est moins comme, tu sais, nos parents qui étaient... faut être plus soft, voilà, pas forcément tout dire, etc. On y va plus franco, et donc je pense que naturellement, du coup, ça se ressent plus dans les marques concrètes, et donc effectivement, le consommateur commence à s'habituer et peut-être demande plus. Je sais pas trop dans quel ordre c'est, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de marques qui ont à cœur qui ont des causes, quoi, qui défendent vraiment, mais même politiques, économiques. D'ailleurs, tu vois, c'est assez marrant parce que on m'a demandé de m'impliquer au niveau politique, en politique au niveau local, donc dans le département de l'Aube. Et au début, alors moi, la politique, vraiment, c'est un truc, je peux pas. Même si c'est quand même au cœur de notre société, donc c'est très important. Mais du coup, j'ai décidé de le faire et de m'impliquer plus, et notamment, tu vois, sur ces questions parce que ça reste un territoire qui a besoin de se réinventer sur le côté textile. Et puis, effectivement, en politique, ce serait bien qu'il y ait plus de jeunes qui le fassent un peu à côté et qui défendent des vraies causes pour que ça change. Parce qu'on pourra pas changer les choses juste avec des acteurs privés. Il faut que le public suive aussi derrière. Ah ouais, complètement. Notamment, tu vois, ce label Made in France dont on parlait, qui ne fait aucun sens. Ouais, non, ça, je suis entièrement d'accord. Il faut que le gouvernement s'applique davantage dans l'industrie textile. Exactement. À défendre, à transformer cette industrie. On fait un petit appel. Coucou gouvernement. Si vous écoutez cet épisode. Écoute, on arrive à la dernière question. Un rituel du podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Alors, j'ai pas vraiment de modèle en soi. Je puisse plutôt un peu auprès de différentes personnes de choses, traits de caractère, ou même dans mon entourage dont je m'inspire parce que je les admire. Mais si je devais dire quelqu'un, ça peut paraître un peu bateau et ça n'a rien à voir avec la mode, mais ce serait Steve Jobs, dont
je suis pour le coup fan depuis très longtemps, parce que je regarde régulièrement le speech qu'il avait fait à Cambridge. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'invite tout le monde à le regarder, qui te donne un boost de fou. Et il dit notamment faites confiance à votre instinct, parce qu'à un moment, sur le coup, ça peut ne pas faire sens, mais il y a un moment donné où tout s'éclaircira. Et tu vois, typiquement, sur mon histoire, les cours de couture, je savais pas que j'allais faire flair après. Enfin, et je trouve que c'est tout bête, mais c'est quelque chose auquel je pense souvent, de me dire, si t'as envie de faire ça, t'as pas besoin d'avoir de raison particulière, de le justifier, ou faut juste parfois suivre ses envies, son instinct, pas forcément chercher d'explications très rationnelles derrière. Je trouve que c'est du coup, il communique un certain état d'esprit très instinctif qui est chouette et qu'on fait pas trop. Tu vois, on parlait de l'éducation en France. On n'est pas du tout là-dessus. On est on enseigne des matières qui sont très rationnelles, où 1 + 1, ça fait 2 et ça fera jamais 4. Donc je trouve que remettre ce côté très instinctif au centre, c'est assez primordial. Donc voilà. Très bien. Écoute, ce sont de beaux modèles. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous et merci infiniment de m'avoir reçu pour cet épisode. Merci à toi, Clémence. Merci à Clémence d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.